Honoré avait peur de la nuit avec un temps pareil. Il s'en alla au milieu du crépuscule, il y avait une éclaircie. Le soleil et un gros quart de ses rayons avaient réussi à forcer la jointure du ciel et de la terre. Un autre quart de rayon, crevant les nuages, passait sous 3 tunnels de nacre et faisait flamber au plus profond de l'orage une mystérieuse caverne de soufre et de charbon. Des couleurs étaient suspendues dans l'air à des endroits où il n'y avait rien pour les tenir, sauf la trame légère d'une poussière de pluie. Honoré sur son gros cheval les traversait, tête baissée. Il en emportait des reflets, et avec ses cuisses rouges, sa tête verte, son bras jaune et son dos noir, il était comme un cavalier de parade. On s'était entendu pour le premier jour de calme. Ce fut dans la semaine d'après. Ils partirent avec 4 charrettes légères, Jourdan et Bobby dans une, dans l'autre Honoré et Jacou, dans une autre Karl et son fils. Ils s'étaient fait prêter la jument de Madame Hélène et, même au matin, pendant qu'ils attelaient, les talons sentant la femelle s'étaient mis à frapper des sabots, ce qui avait permis à Karl de penser à quelque chose de tout à fait nouveau, mais il n'en parla pas. L'autre charrette était celle de Randoulet et il était seul dedans. Les 4 attelages venant des 4 coins de la terre se réunirent au carrefour de la Figue, juste au-dessus de la grande pente qui dévale vers la vallée profonde de l'Ouvèze, en face des montagnes. C'était à la toute première heure du matin. Le ciel et la terre étaient encore pleins d'ombre, mais le coucou chantait. Le temps n'était pas très solide. Jourdan et Bobby, qui arrivaient de plus loin, furent les derniers à rejoindre. Ils se mirent à la queue de la caravane. En tête marchait le char de Jacou, conduit par Honoré qui savait le chemin. Au moment de plonger dans la grande pente qui, par 20 lacets tordus dans des arbres, des rochers et des ravins, descend vers l'Ouvèze, juste en face le pont de bois, ils se retournèrent vers le plateau pour le regarder. Ils avaient laissé là-dessus, en plus des femmes, le noir et le valet de Jacou. Ces 2 hommes devaient, dès le courant de l'après-midi, monter à cheval et patrouiller dans les terres pour protéger les femmes. Contre quoi, on ne savait pas, mais, ayant ainsi décidé, on n'était plus rassuré. Surtout dans les environs de la Jourdane et de Mouille-Jacques, où Marthe et Madame Karl étaient seules. Alors, voilà comment ça marchait. En tête, Jacou et Honoré, un char bleu presque neuf, avec des moyeux luisants de graisse. Un cheval pommelé au cul énorme et qui soutenait tout le poids dans la pente, rien qu'en gonflant les reins dans les allonges. Derrière, à 5 ou 6 mètres, Karl et le fils, une charrette plutôt boguet, pas bien d'aplomb sur ses essieux et portée par 2 hauts ressorts en ovale. Elle dansait d'un côté et de l'autre. Karl conduisait. Il habituait son poignet à la marche de la jument. Madame Hélène avait toujours une grande envie d'élégance et la jument marchait à longs pas, un peu frêle mais très aimable. Pour un poignet d'homme, il suffisait de s'habituer. Après, on trouvait ça pas plus désagréable qu'autre chose. C'est ce que pensait Karl. Il pensait aussi à son idée du matin. Randoulet avait laissé un peu plus d'espace entre lui et Karl. Il voyait bien comment ça allait là-devant, ce boguet qui faisait cri d'ici et cri de là, et cette jument qui avait l'air follette. Bonne pour les dames. Mais lui, il avait sa jardinière solide, son cheval rouge solide, une mécanique à serrer le frein d'une solidité à toute épreuve. Il n'était pas là pour s'en faire. Il avait passé les guides à son bras droit, il avait les 2 mains libres, il roulait une cigarette. Il entendait derrière lui venir la charrette de Jourdan. Derrière, à 10 mètres, et ça restait à 10 mètres, régulier, comme tenu par une barre. Ça venait de ce que Randoulet, pour l'aplomb et la régularité, était le premier homme du monde et que Jourdan suivait bien, avec une souplesse. Ça, il faut le dire aussi. Les 4 attelages descendaient la pente comme ça, les uns derrière les autres, au pas. Les arbres étaient mouillés, les eaux ruisselaient dans de petits ravins étroits comme des flûtes. Les coucous chantaient de tous les côtés, le ciel était blond de lumière et la terre encore noire d'ombre. Les longs jours de pluie avaient fait tout neuf. Les odeurs étaient de grande force, les chevaux reniflaient. Dans l'air tendre et souple, on entendait bouger les lointaines grandes pluies là-bas, derrière les montagnes du nord. Au débouché des détours, les hommes virent devant eux la route droite. Elle traversait l'Ouvèze sur le pont de bois, elle filait vers les montagnes. Elles s'enfonçaient dans un vallon, elles échelaient le long des pentes, elles disparaissaient là-haut sous une forêt de chênes. Elles se déployaient dans le pays.
elle donnait de l'aisance et du départ à tout. Au milieu des ombres et des plaques de soleil, des prés, des bois, des champs, des collines, des tertres, des vallons, elle s'en allait. Un moment, les chevaux gardèrent le pas paisible, les freins chantèrent encore contre les roues. On s'en allait en se balançant à travers le pays. Tous les hommes comprirent que ce n'était pas seulement une promenade tous ensemble en caravane, et c'était déjà tellement beau, mais qu'ils allaient chercher la joie. Alors, ils desserrèrent les freins, ils firent claquer leur langue, et les chevaux se mirent à trotter les uns après les autres. Celui de Jacou, la jument, celui de Randoulet, celui de Jourdan et les 4 charrettes traversèrent l'Ouvèze sur le pont de bois, et tout criait et tout sautait, les planches, les câbles, les piles et les montants, et ça n'était pas prudent. La rivière gronda un moment sous le sabot des chevaux, sous les roues des charrettes, puis on retrouva la route et le chant des arbres, et cette fois le soleil, car le matin montait. Puis on entra dans un vallon et peu à peu le bruit s'éteignit. Un coucou commença à chanter dans les saules près de la rivière. À midi, ils avaient déjà dépassé les 6 premières collines. 6 collines, couleur de perles, toutes d'une herbe grise à plumet roux. Le vent couchait les herbes et c'était gris. Le vent s'arrêtait, les herbes se relevaient, les plumets s'épanouissaient, et toute la colline était parcourue de ces reflets étincelants qu'on voit dans les coquilles de la mer. Avec ça, un bruit de poils de chat. Ils avaient dépassé les 6 premières collines, monté sur elles, puis descendu, puis remonté, puis ainsi de suite, et chaque fois la voiture de Jacou était la première à disparaître de l'autre côté de la colline, puis celle de Karl, puis Randoulet, puis Jourdan. Et après, comme il n'y avait plus personne, chaque fois un coucou commençait à chanter sur le côté solitaire de la colline. Mais les coucous de l'autre côté se taisaient et se cachaient sous les feuilles, car les 4 charrettes faisaient grand bruit en descendant. On n'entendait plus le froissement de l'herbe à poils de chat. Les coucous qui se voyaient les uns les autres dans les branches se surveillaient. « Qu'est-ce qui arrive ?» disait-il. « Si celui du chêne s'envole, moi je m'envole. » Celui du chêne ne s'envolait pas, ils restaient tous cachés à attendre. En bas dans le Val, la montée reprenait. Les chevaux reprenaient le pas. Il n'y avait plus que le tintement des colliers. Les coucous recommençaient à chanter, comme ça, pour les 6 collines, car c'étaient des collines sauvages où l'on ne passe pas souvent, où jamais, en tout cas, n'était passée une caravane d'hommes et de chevaux comme celle-là. À midi, ils étaient sur une crête, ils longeaient l'arête d'une colline plus haute que les autres, déjà montagne, moins aimable, peluchée de houx et de buis, et sur laquelle de loin en loin on voyait quelques mélèzes avec leurs bourredivers. On n'entendait plus les coucous, on avait vu passer un corbeau. Si on regardait à droite, un immense pays se déployait avec des collines qui étaient comme des taupinières collées les unes contre les autres, la tête toute jaune de soleil, le ventre noir aplati dans la terre, au fond des brumes une sorte de radeau plat comme en font quelquefois les bouscatiers pour descendre le bois dans la plaine. C'était le plateau Grémone. Sur ses bords, le soleil bouillonnait dans des forêts. Si on regardait à gauche, une barre de montagne montait très haut, couverte des pieds à la tête par une épaisse fourrure de sapin noir. Derrière elle, une autre montagne encore plus haute, avec de la neige, et derrière celle-là, alors, un entassement de montagnes entièrement glacées et qui faisait lointainement siffler et fumer le vent. Les chevaux allaient au pas. On approchait de la halte. Les hommes regardaient tantôt à droite, tantôt à gauche, en réfléchissant. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant la halte. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de penser au large pays et de voir le monstrueux relief de la terre. Les chevaux étaient autour d'eux, dételés, mais entravés parce qu'on s'était arrêté dans un pâturage très gras et que les bêtes étaient devenues tout d'un coup gourmandes. L'air était léger et tout en silence. Un oiseau passa lentement au-dessus du campement. C'était un oiseau roux, large d'1 mètre, avec des plumes énormes. Le bord transparent de ses ailes écumait le soleil. Il volait avec indolence malgré la légèreté de l'air des hauteurs. Il s'en alla voyager au-dessus du gouffre immense qui contenait les petites collines, les petites vallées, la petite rivière, le petit plateau Grémone, la brume et les larges plaines inconnues. Il se sentit porté par l'air plus pesant. Alors, il arrêta le mouvement de ses ailes et il se mit à dormir, immobile, balancé comme une feuille sur l'eau.
Dans le courant de l'après-midi, la caravane s'engagea dans un étroit couloir qui clivait les parois à pic de 2 montagnes de schiste. Il y avait juste la place d'une sorte de route mollasse et fragile à côté d'un gros torrent tout en nœuds et en colère et qui crachait jusque sur le museau des chevaux. La route se déroula ainsi pendant longtemps, toujours au fond de son trou, dans une ombre presque nocturne. Les hommes avaient la tête pleine du bruit du torrent. Il était impossible de penser à quelque chose. Parfois seulement on retrouvait une image du matin, les collines de perles, ou bien la vision du plateau Grémone ensablé en bas dans la brume. Mais ce qu'on avait de bien solide en soi, malgré le ronron monotone et brutal des eaux vertes, c'était le sens de la marche en avant vers quelque chose. Et tous ensemble, ça aussi, ça donnait grand cœur. Et de temps en temps, on voyait là-bas devant Jacou qui se retournait pour regarder venir les collègues, et comme on ne pouvait pas se faire entendre dans ce bruit, on ne criait pas, on dressait seulement les bras en l'air et ça voulait dire tous ensemble. Puis Jacou se tournait encore vers l'avant, on baissait les bras, on se remettait à surveiller les pas des chevaux, les 4 charrettes tournaient les détours, montaient les rampes, passaient les gués, s'en allaient toutes les 4 d'une rive à l'autre, suivant la route sans jamais se dépendre, et c'était la marche en avant. Aux premières heures d'un soir doré comme du miel, ils arrivèrent à l'entrée d'une large conque montagnarde pleine de forêts et de pâturages. L'énorme falaise du Nance barrait la route, la terre, le ciel et l'espoir. À l'orée des bois, le village de Verrières fumait. La route se déroulait jusqu'à lui à travers des prairies couvertes de fleurs qui sentaient déjà le lait. Ils trouvèrent Richard, le compère. « Ouais, dit-il. » Il avait eu subitement peur que les filets ne soient pas prêts pour une raison ou pour une autre, ou que le colporteur n'ait pas fait la commission. « Si, dit Richard. La maison était au bord du village, on voyait toute la forêt. La clairière Lénore était tout. Là, dit Richard. Il leur désigna une petite pelade là-haut, dans le flanc de la montagne. On ira ce soir, dit Jacou. Il regarda tous les autres. Ce soir. Tout est faisable, dit Richard. Les chevaux étaient fatigués. Les hommes avaient tout de suite voulu savoir si rien n'était venu empêcher le grand rêve qu'ils avaient rêvé tout le jour dans le balancement des charrettes et ils avaient sauté à terre sans penser à dételer. Maintenant, il fallait y penser. « Venez, » dit Richard. Les étables montagnardes étaient des étables magiques pour les chevaux. Il y avait une chaleur qui vous saisissait d'un coup et une odeur de foin comme on ne pouvait pas imaginer. Les chevaux entraient là-dedans timidement en se disant « Non, ça n'est pas vrai, non, ça n'est pas possible. » Puis, si, c'était vrai et possible. Les filets étaient roulés derrière les coffres à fourrage, ils sentaient le foin grainer et ils étaient pleins de poussière d'herbes sèches. On emporta 3 gros ballots de filets pour les étendre dans la prairie à côté de la maison. Quand on commença à les déployer, tous les enfants du village arrivèrent. Le vallon se remplissait peu à peu d'une nuit légère. Il fit frais tout d'un coup. Ça sentit l'arbre et la prairie humide. Jacou toucha le corps des filets. La trame était lourde, en ficelle plate et verte. Ça imitait la feuille, somme toute. Honoré tenait le filet par un bout, Randoulet tenait l'autre bout. Ça pouvait avoir, ce morceau-là, 20 mètres. Il était déployé. Jourdan, Bobby, Karl, le fils Jacou et Richard regardaient. « Solide, » dit Richard. Bobby imaginait les biches venant buter contre le filet et restant là prisonnières, pas pour longtemps, mais à nous, ce qu'on est obligé de penser tout de même. Une grosse étoile avait déjà ouvert le ciel dans le coin de l'est où la nuit était lourde comme du velours. Richard leur dit posément mais gentiment de venir manger d'abord à la maison. Ils dirent qu'ils avaient porté de quoi et qu'ils allaient rester là, dans le pré, pour ne pas déranger la ménagère. « La soupe chaude, » dit Richard. C'étaient des mots sensibles. Ils ne purent pas résister, mais ils mangèrent la soupe dehors. Toutes les herbes étaient devenues subitement très froides avec le soir, mais le goût du chou bouilli descendait tout chaud dans le gosier. « Tu te souviendras ?» demanda Richard. « Je me souviens, » dit Honoré. Il revoyait tout le familier de la forêt de son enfance, les enfants, les pistes, les tranchées, les bauges, les taillis.
Il lui semblait que les biches de son temps de petit garçon n'étaient pas mortes et que c'était elles qu'on allait chasser. Richard lui indiqua quelques ruses de lieu et de temps. Il lui dit de cerner les nords en laissant ouvert le côté entre le nord et l'ouest. Et comme Honoré regardait le ciel, il vit que c'était le côté opposé à la lune. Déjà un peu d'écume brillante éclairait la nuit. « Éblouir », dit Richard. Il dit aussi 3 ou 4 noms. Ça désignait des endroits presque impossibles à trouver. Enfin, il alla chercher sa trompe. C'était une corne de vache vidée et ouverte, du petit bout. Il souffla dedans, on comprit que s'il ne parlait guère, il savait parler aux choses sous son commandement. Un rugissement sombre était sorti de la corne. Il avait empli tout le vallon, frappé les échos de la montagne, et la forêt s'était réveillée comme un troupeau que le berger appelle. Ils partirent à la nuit noire. Honoré en tête, puis Bobby, puis Jourdan, Jacou qui portait la corne de vache, Randoulet, Karl et le fils Karl chargé de filets. Quand Jacou fit sonner doucement sa montre dans la coquille de ses 2 mains, il était 11 heures et il venait d'arriver à la clairière Lénore. La lune n'avait pas encore dépassé la montagne. Le ciel était clair, mais par contraste et dans les arbres noirs et sous l'ombre d'une anse, la nuit était terriblement fermée de tous les côtés. À l'odeur, Honoré reconnut des bouleaux et des faillards. « Ne pas planter les crampons dans les bouleaux, dit-il. L'écorce ne tient pas. » Il avait dit ça sans y penser. Il se souvient que son père disait ça dans le temps. Il fallait tâter les arbres avec la main tout le long du tronc et autour du tronc pour savoir si l'arbre était haut et fort. Bon. Pendant ce temps, on entendait au-dessus les feuillages qui parlaient la langue des arbres. Le fils Karl avait apporté les crampons et le maillet de bois. « C'est un faillard ?» disait-il. « Fais voir » dit Honoré. Honoré avait pris une grande importance. Il touchait l'arbre, il avait dit « voir », mais c'était mal dit. Il voulait dire « attends que je comprenne si c'est bien un faillard ». Et il comprenait en le touchant et en humant vers les feuilles. « Oui, c'en est un. »« Tu sais tout, » dit Jacou. « Ici, oui, » dit Honoré, « c'est mon pays. » Le fils Karl monta sur les épaules de Randoulet. Là-haut, à 2 mètres, il planta le crampon dans l'arbre. « C'est solide ? Ça tiendrait un bœuf. » Il parlait à voix basse. Il ne faisait presque pas de gestes. On les entendait à peine, comme le bruit d'un sanglier qui se tourne dans sa bauge. Au crampon, ils accrochaient le filet et ainsi de suite. Ça avait 2 mètres de hauteur et ça cernait toute la clairière Lénore. « Il faut le fixer par en bas, » dit Bobby. « Oui, » dit Honoré, « mais sans le tendre. Il faut qu'il soit mou, qu'il fasse la poche. » Il se mit à marcher à 4 pattes dans les herbes. « Viens ici, tu vois, » dit-il. « Ça, c'est solide. » Bobby s'accroupit à côté de lui. C'était une racine de houx. Honoré creusa tout autour avec ses mains. « Donne la corde. » Il attacha le bas du filet à la racine. « Viens doucement, » dit-il. Ils marchèrent à 4 pattes tout autour de la clairière. « Le houx, » dit Honoré, « j'ai confiance, ça fait des racines croches. » Ils marchèrent l'un derrière l'autre comme des ours. Honoré cherchait les houx. « Encore un ici. » Bobby entendait Honoré gratter la terre. « Attache, ne serre pas, » disait Honoré. « Attends, laisse du ballon au filet. Ça va. Viens doucement. » On entendait à peine le fils Karl qui tapait à coups mous avec son maillet. Il était toujours monté sur les épaules de Randoulet, il avait quitté ses souliers pour ne pas le blesser. « Mais tu ne les retrouveras pas, » dit Randoulet. « Ça m'est égal, je marche pieds nus. »« Ça y est, dit-il. » Karl lui passa le bout du filet. « Décroche-le, dit le fils. Il doit s'être pris dans un buisson. Là, ça vient. »« Mais ne tourne pas comme un fouleur de raisin, » dit Randoulet. « Je fais comme je peux, dit le fils. Il est lourd, ce filet. »« Fais comme tu peux, » dit Randoulet. « Mais ne m'écrase pas les oreilles. » Le fils Karl sauta dans l'herbe. « Où est Honoré ? » ?»« Il est parti. »« Viens, » dit Karl. « Je vais essayer. » « Si c'était un cheval, » dit Randoulet, « j'aurais confiance en toi, mais pour choisir les arbres, viens quand même. » À l'autre faillard, ils restèrent tous les 3 à tâter et à humer. Puis le fils Karl sentit au-dessous de lui une odeur un peu amère.
Ça ressemblait à l'odeur de la sève qui avait déjà coulé sur ses doigts. C'en est un. Randoulet s'adossa à l'arbre, unit ses mains en corbeille. Le fils Karl posa son pied nu dans les mains de Randoulet. Avec 2 efforts, du jarret du fils et des bras de Randoulet, le garçon se haussa le long du tronc. Karl lui passa le crampon et le maillet. Il tira le filet pour être prêt. Jourdan et Jacou surveillaient la lune. De là où ils étaient, ils entendaient à peine les bruits des autres. Cependant, eux deux ne bougeaient pas et ils écoutaient de toutes leurs oreilles. Il y avait une sorte d'émotion sous les feuilles, en bas, vers le torrent. Ils avaient cru d'abord à de gros oiseaux nageant dans les ramures, mais à côté d'eux un courlis s'envola. Au bruit des ailes, ils purent comparer et juger. C'étaient des animaux de terre qui, en allant boire, froissaient les taillis. La puce des herbes criait de tous les côtés. De temps en temps, un long mot sombre, étrangement sonore, tombait des hauteurs du Nance. La clarté de la lune chauffait, l'air des failles de la montagne et les grandes plaques de granit grondaient. « Je me suis souvent demandé, dit Jacou, on entendait des petits pas, puis des bruits d'eau, les feuillages se caressaient, les troncs gémissaient. Tout ça fait son train, dit-il, ça se fout du tir comme du quart. Ils étaient couchés tous les deux à l'orée de la clairière sous la feuillée. La terre sentait le champignon et l'odeur d'anis qui sort des racines de tous les arbres. De temps en temps, une mouche d'or traversait l'ombre et allait s'éteindre sous la lune. Des herbes que rien ne touchait, ni pied, ni vent, se déployaient rien qu'avec la force de leur sève dans la fraîcheur de la nuit. Des hauteurs de l'air descendait parfois un grand froid, puis il fondait dans les arbres. On l'entendait couler le long des feuilles et il tombait en larges gouttes tièdes à parfum de pierre sur les 2 hommes. Au fond, dit Jourdan, si on s'emmerde, c'est bien notre faute.